matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, dis donc, c'était chaud ce débat, en tout cas sur l'agriculture et puis les solutions qui nous sont promises. Et on va évidemment en reparler, hein, je vous promets d'autres débats. Beaucoup nous disent qu'on a coupé le micro de Sébastien Béraud seulement, et bien par politesse, parce que quand quelqu'un parle, il faut le laisser parler, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. C'est ce qu'on a fait pour laisser parler, finir de laisser parler Rémi Dumas. Mais Sébastien Béraud a eu tout le temps de s'exprimer. D'ailleurs, il est tout à fait satisfait de cet entretien. Alors, désormais, on change un peu, mais pas tant que ça, de sujet finalement, puisqu'il s'agit de se poser la question de prendre les armes. Et Bertrand Saint-Germain, qu'on reçoit aussi ici, va nous expliquer qu'évidemment, il s'agit de prendre les armes de manière au premier degré, mais aussi au deuxième degré, puisque d'ailleurs, Emmanuel Macron, on est en plein dans l'actualité, Emmanuel Macron n'arrête pas de parler de réarmement. Eh bien, nous aussi, on va parler de réarmement, mais peut-être d'une autre façon qu'Emmanuel Macron, tout de suite avec ce livre. Prendre les armes, je précise que le P est entre parenthèses, donc entre rendre et prendre les armes. Ce qu'explique Bertrand Saint-Germain, c'est qu'on a un choix entre les deux. Essai sur le libre accès aux armes. Alors, on va parler justement de ce libre accès aux armes, qui soit sur des questions de droit, de philosophie, historique, et puis évidemment direct, en particulier pour vous, chers auditeurs. Pourquoi il faut avoir le droit d'accès aux armes? C'est un livre important aux éditions Le Polémarque. Bonjour Bertrand Saint-Germain. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en droit universitaire et élu local et conseil en stratégie juridique. Et vous avez donc produit ce livre qui, comme je l'expliquais en introduction, finalement, est en plein dans l'actualité. D'abord, dans l'ère, on va dire, une forme d'ère de révolte, dans l'actualité sécuritaire, où justement notre sécurité, les chiffres tombent tous les jours, n'est plus assurée par l'État. Et vous en reparlez dans votre introduction. C'est un peu justement le point clé de votre analyse juridique pour dire finalement nous avons le droit de reprendre ces armes. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et dans l'actualité même du discours d'Emmanuel Macron, qui n'arrête pas de nous parler de réarmement. Hein, donc là, vous le prenez au mot finalement. Oui, pour lui, la France devrait se relever parce que l'armement, prendre les armes, a un sens aussi bien propre que figuré. Oui. Euh, Alors, voilà, donc, oui, votre introduction, finalement, vous commencez comme ça. Le taux de criminalité en France, stable jusqu'au milieu des années 1960, a quasiment quadruplé entre 1949 et 2012, passant de 13% à près de 70%. Et donc, vous parlez bien ici de prendre les armes. Vous dites face à cela, l'État, face à cette insécurité, l'État semble impuissant. Voilà votre constat. Et donc, comment réagir? Eh bien, il y a soit rendre les armes, une forme d'abandon, c'est une des solutions, entre guillemets. Et vous dites, dans ce cas-là, on peut finalement partir, s'exiler dans un pays plus sûr, s'exiler, pourquoi pas, dans une campagne plus sûre. C'est une des questions qui se posent. Ou eh bien, refusant l'exil ou le retrait, vous dites choisir au contraire de prendre les armes. Alors, et vous parlez de cette tentation du recours aux armes qui se constate de plus en plus. Je voudrais qu'on revienne sur justement sur cette double solution que vous proposez face au constat de toute façon d'abandon de l'État. le point de départ, effectivement, en matière de sécurité, il y a effectivement ce constat d'une augmentation sans précédent de l'insécurité. Ça fait quand même quelque temps qu'on ne nous parle plus du sentiment d'insécurité. Il y a une réalité concrète, vécue, dont chacun se rend compte. Pour ceux qui habitent en ville notamment, on sait que passé telle heure, il vaut mieux éviter telle ligne de bus ou de métro, tel quartier, qu'il vaut mieux pour une fille ne pas sortir en jupe, être accompagnée, etc. Donc il y a une insécurité que chacun vit et intériorise. Celle-ci se diffuse. Il y a dans les campagnes notamment des épisodes de vol qu'on ne connaissait pas dans le passé, vol de matériel agricole, vol de récolte, qui sont amenés, alors le plus souvent ici pour le matériel ou les récoltes, on a des filières qui amènent cela vers les pays de l'Est. Donc il y a une insécurité qui se développe. Alors face à cela, que faire? Effectivement, cette insécurité, cette violence qui grimpe, remet en cause le fondement même du pacte social. La raison d'être de l'État dans son fonctionnement en termes de sécurité, c'est que finalement, nous renonçons à nous faire justice nous-mêmes, nous renonçons à nous protéger nous-mêmes parce que justement, il y a une sécurité collective qui est assurée par l'État et ses représentants. Oui. Or, aujourd'hui,
soit qu'il ne le veuille pas, soit qu'il ne le puisse pas. Je pense surtout d'ailleurs qu'il ne le veut pas réellement. L'État nous abandonne en quelque sorte, ou met beaucoup de temps à réagir face à cette violence du quotidien. Et face à celle-ci, que faire? Alors, réagir, bien entendu, mais ça suppose notamment, pour réagir, d'avoir de quoi se défendre. Hmm. Or, la situation de la France est celle d'être l'une des plus restrictives au monde en termes d'accès des particuliers aux armes, contrairement à ce qui était le cas il y a 80 ans encore. Ouais. Donc vous dites Voilà. rupture entre guillemets du contrat social. Le contrat, l'État doit nous assurer ordre et paix publique, hein, le fameux monopole de la contrainte physique légitime de Max Weber. Ce contrat n'étant pas respecté, finalement, reprenons nos droits. C'est ce que vous dites. D'ailleurs, je repose un non-dit évident. Si l'État ne parvient plus à assurer la sécurité collective, chacun se trouve fondé, vous le dites. Hein. C'est l'universitaire et le docteur en droit qui parle. Hein. Si l'État ne parvient plus à assurer la sécurité collective, chacun se trouve fondé à reprendre son droit individuel à se défendre lui-même, seul. Et naturellement, il a besoin de disposer d'armes pour cela. Ça veut dire que ça peut même se plaider, ça, vous croyez? Alors, que ça puisse se plaider sans aucun doute, que cela soit reconnu aujourd'hui en France, probablement pas. Hmm. Il y a quand même aujourd'hui un consensus politique pour ne pas parler de ça. Le seul qui s'est approché un tant soit peu de cette question, ça a été Éric Zemmour au moment de la dernière présidentielle. Il a simplement évoqué l'intérêt de réfléchir à l'introduction dans le système français Hmm. d'un système de légitime défense privilégié, à l'instar de ce qui existe en Suisse. Oui. Il n'a pas parlé d'un accès des particuliers aux armes. On est très loin du deuxième amendement américain Oui. garanti par leur Cour suprême. Oui. Hein, Alors, on est justement, vous y simplement dans l'idée de se revenez. défendre chez soi. Oui, vous y revenez justement à ce juridiquement correct, ou à cette bonne conscience de l'interdiction des armes, très particulier en France. Pourquoi? Ben, il y a ce discours systématique sur ce qu'on appelle les tueries de masse. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des armes sans évoquer les tueries de masse. Et justement, il existe périodiquement un certain nombre d'événements dramatiques, souvent aux États-Unis, mais pas seulement. Le dernier dont on a parlé, c'était à l'université Charles à Prague, des gens qui commettent des tueries. Et à chaque fois, c'est l'occasion de revenir sur le danger Des de armes. ces tueries de masse. Oui, et Et donc, des armes en c'est libre pour ça service, que entre guillemets. Oui. voilà, et c'est pour ça que je me suis livré à une étude détaillée. Je crois que c'est la seule qui existe en langue française, parce que ce phénomène des tueries de masse, il est très documenté aux États-Unis. Ici, de ce côté de l'Atlantique, il n'y a quasiment rien. Et donc, j'ai abordé cette question pour voir un peu qu'est-ce qu'il en était des tueries de masse aux États-Unis et en Europe, voire en France. Or, ici, le premier point qui apparaît, c'est que nous avons autant de tueries de masse en France et en Europe qu'aux États-Unis. La seule chose, c'est qu'ici, elles ne sont pas référencées en tant que telles. On parle de faits divers dramatiques, mais quand on regarde ce qui correspond à un cas technique de la tuerie de masse, c'est-à-dire 3 à 4 victimes, dans finalement une figure très classique, c'est l'unité de temps, de lieu et d'action. C'est une personne qui, à un moment donné, va se mettre à tirer pendant quelques minutes. Le déroulement des tueries de masse dépasse rarement le quart d'heure et se termine le plus souvent d'ailleurs par la mort de l'assaillant, soit qu'il se suicide, soit que les forces de l'ordre l'exécutent, soit même que des particuliers utilisant leurs armes l'arrêtent. Mais quand on regarde de telles tueries, 4 morts d'un coup au même endroit, au même moment, eh bien, il y en a autant en Europe qu'aux États-Unis. Simplement, elles ne sont pas référencées comme telles. D'accord. Si vous allez en Amérique, vous allez avoir 3 ou 4 banques de données qui recensent ces événements, qui les décrivent, expliquant quel type d'arme, quelle est la Alors nous, personne. elles viennent d'où nos armes si on a des tueries de masse chez nous? Alors, eh bien, beaucoup d'armes n'ont pas été déclarées et sont conservées par leurs propriétaires à l'encontre de la législation. Hmm. Ce qui est certain pour la France, c'est que les tueries de masse qui ont lieu
sont la plupart du temps effectuées de manière, en quelque sorte, on pourrait dire, plus artisanale, parce qu'elles n'utilisent pas des armes automatiques. On est plus souvent avec des pistolets ou des revolvers, voire des carabines de type 22 long rifle, qui ne sont pas les armes les plus dangereuses ou les plus létales, mais qui peuvent bien sûr provoquer la mort des personnes touchées. Alors qu'aux États-Unis, actuellement, la tendance est que ces tueries s'effectuent avec des armes automatiques. Oui. Et peut-être préciser aussi immédiatement, parce que là vous parlez des fusils ou des pistolets. On a vu aussi beaucoup comment ça s'appelle, dommages collatéraux, mais qui allaient jusqu'à tuer des personnes qui passaient par là, entre guillemets. Je reprends les paroles d'ailleurs, je crois, d'un ancien ministre, concernant le trafic de drogue. En France. Et là, pour le coup, les caves de ces trafiquants de drogue sont pleins d'armes non déclarées, évidemment, notamment de Kalachnikov. Et de ce côté-là, en fait, c'est marrant parce qu'on a vu, et vous en parlez dans votre livre, cet appel l'année dernière à tous les vieux chasseurs ou aux familles d'aller rendre leurs vieilles armes, les armes du grand-père, le fusil du grand-père, c'est un peu comme ça qu'ils le présentaient, en disant, mais, bon, il n'est pas déclaré, on passera, on ne vous pénalisera pas sur le fait que vous ayez des armes. Peut-être, et pourquoi ont-ils organisé cette grande récupération des armes? On va en parler, justement, de quoi ont-ils peur? Mais ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, les armes les plus dangereuses et les plus usitées, celles qui tuent aujourd'hui en France, ce sont plutôt les Kalachnikov des trafiquants de drogue. Effectivement, et c'est vrai qu'on a vu cet automne, je crois qu'il y a eu au moins 2 événements, l'un à Marseille, le suivant, je crois que c'était en Bourgogne, où des passants, voire des gens dans leur domicile, ont été touchés, effectivement, ont des dommages, des victimes collatérales du trafic de drogue. Jusqu'à aujourd'hui, il ne faut quand même pas s'en cacher, l'essentiel des victimes causées par ces armes qui circulent dans les quartiers, ce sont tout de même des trafiquants. On a atteint, je crois, 50 morts attribués au trafic de drogue à Marseille en 2023. Et je dirais, il y a eu une victime collatérale morte. On voit qu'actuellement, ces armes servent surtout à impressionner et fonctionner dans le cadre de règlements de compte internes liés au trafic de drogue. Donc Il y a certains, parce que eu beaucoup réagissent ici dans ce direct, on a un live, un chat, et beaucoup nous disent oui, mais nous on veut pas d'un modèle à l'américaine, tout le monde porte une arme, etc. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer la distinction entre un modèle qui pourrait être le modèle français, vous parlez notamment de la République tchèque et de la Suisse, et le modèle américain qui, comme vous l'avez rappelé aussi, est aussi comment dire, stigmatisé entre guillemets avec cette histoire de tuerie de masse, mais il y a tout de même des distinctions aussi dans le port des armes. Alors, effectivement, et je crois que vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Ah, Sur tous ces événements, dès lors qu'on parle des armes, il y a effectivement cette crainte du fameux modèle américain. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron lui-même au moment de la présidentielle, face à la déclaration d'Éric Zemmour que j'évoquais tout à l'heure. Il répond: je ne veux pas d'un pays où prolifèrent les armes et où l'on considère que c'est aux citoyens de se défendre. Alors, il ne s'agit pas de ça. C'est pas aux citoyens de se défendre, mais encore faut-il qu'ils aient les moyens de le faire lorsque l'État n'est pas là. Alors, quand on parle de ce modèle américain, il y a une réponse qui est très très simple, évidente, c'est la Suisse. Si l'Amérique est le pays où il y a le plus d'armes par habitant au monde, effectivement, on pourra revenir sur la violence américaine quelques instants après. Le second est le Yémen, qui fait l'actualité. oui. Et surtout, le troisième pays où il y a le plus d'armes par habitant, c'est la Suisse. Il faut savoir qu'en Suisse, on a par exemple un système militaire assez original, système dit de milice là-bas, où le service militaire s'étale, le service armé plus exactement, s'étale sur 7 ou 8 ans. Entre une période initiale de 3 mois et ensuite 7 périodes d'un mois, d'environ un mois, au cours des années suivantes. Or, il faut le savoir, les Suisses, dans ce système, eh bien, ont la possibilité, et beaucoup le font, de ramener leurs armes à domicile après leur activité. C'est-à-dire que dans le métro, dans le tram, dans le bus, vous croisez quelqu'un en uniforme qui rentre chez lui
avec une coupe de cheveux qui peut être très improbable, on est très loin d'une vision très militaire, et puis en bandoulière, il porte son fusil. Et son fusil, c'est un fusil d'assaut, un fusil de guerre, Mm. et il le conserve chez lui. Et toujours dans ce modèle suisse, il faut savoir que ces soldats sont tenus à une obligation d'entraînement avec leurs Oui, armes, oui. en dehors des périodes militaires. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, le samedi matin, vous avez Heinrich Müller qui sort de chez lui, le fusil à l'épaule, et qui se rend au stand de tir de son village. Mm. Voilà. Et la Suisse, depuis 140 ans, qu'on a des statistiques un peu précises, la Suisse a connu 2 tueries, dont une commise par quelqu'un qui n'avait pas le droit d'avoir des armes, et en l'occurrence par 2 personnes ayant de graves troubles mentaux. Mm. Donc, avoir des armes, ça ne veut pas dire nécessairement d'ailleurs les porter sur Oui. soi, ça c'est encore autre chose, mais ce n'est pas par le simple fait qu'on possède des armes synonyme de tuerie, de carnage à tous les à tous Mm. les coins de rue. Ça, c'est vraiment le point clé. La Suisse, et d'ailleurs à la fin du service militaire, je reviens à la Suisse, la question est posée à tous les citoyens ayant fait ce service, est-ce que vous souhaitez conserver votre arme à domicile? Et à la fin du service, on peut conserver son arme. Mm. Voilà, et la Suisse ne se manifeste pas comme un pays où il y a une telle violence. Et c'est à côté de chez nous. Oui, c'est sûr. C'est un exemple intéressant. Vous citez également la République tchèque ou Israël qui a encore un régime particulier. Je voudrais quand même, parce qu'on est en France, qu'on s'intéresse à la France, sauf si vous considérez qu'il faut revenir par quelques pays pour mieux expliquer la France. Euh, Quelle serait la solution? On en a parlé un petit peu, la fameuse doctrine du château, se dire, celui qui a une arme peut se défendre chez lui pour défendre tout simplement sa propriété et sa maison, sa famille, enfin voilà. Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable? Et pour le moment, de toute façon, lever de bouclier, tout ça est légalement, impossible, hein, mais je le précise. Alors, Mmh. ce qu'on appelle la doctrine du château, pour l'expliquer un peu clairement aux auditeurs qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent ce matin, la doctrine du château, c'est une sorte de légitime défense approfondie et présumée. C'est une doctrine qui vient du vieux droit anglais, dont on trouve la trace dès le XVIe siècle en Grande-Bretagne, qui est consacrée d'ailleurs par la grande déclaration des droits de l'homme britannique, le Bill of Rights, le Bill des Mmh. droits, la loi des droits de 1689, qui dit noir sur blanc, j'invite tout le monde à aller le vérifier, le Bill des droits explique que les citoyens protestants ont le droit d'avoir des armes. Pas les catholiques, attention, hein, mais les protestants ont le droit d'avoir des armes. Et cette doctrine du château, elle estime que tout Anglais est chez lui, dans sa demeure, comme dans son château. Mmh. Et donc, il y a une présomption que si on rentre chez lui, si on rentre chez une personne, alors que celle-ci ne vous y a pas invité, elle est fondée à se défendre par tout moyen. Et évidemment, à partir du moment où vous disposez d'armes à votre domicile, cela ouvre le droit de riposter. Et cette doctrine du château, qui s'applique dans tous les États américains, c'est de la jurisprudence. Mmh. C'est pas dans la Déclaration des droits américains, c'est pas le deuxième amendement. C'est quoi qu'il en soit, que vous ayez des armes ou pas, à partir du moment où quelqu'un rentre chez vous, vous êtes fondé à vous défendre. Qu'il fasse jour ou nuit, vous n'êtes pas obligé de battre en retraite, vous n'êtes pas obligé de chercher à éviter le danger, vous pouvez y faire face et vous défendre. Et dans cette doctrine du château, selon les États, eh bien, ce château est apparenté à la propriété, ou alors au simple bâtiment construit, ou alors même à la chambre. Mmh. Voire sur le lieu de travail, ça a été considéré comme ça aussi dans certains États, ou même dans le véhicule. Oui. Et en application de ça, si vous blessez quelqu'un qui est rentré chez vous sans que vous ne l'y invitiez, eh bien, non seulement vous avez une responsabilité pénale, on ne vous poursuit pas, mais il y a également une responsabilité civile. Oui, oui, Vous n'êtes pas tenu à indemniser la victime. oui. Et Et ça, oui. on en parle peu, cette doctrine du château s'applique partout aux États-Unis. Oui, et ça, c'est C'est très vraiment intéressant une... pour nous, Français, parce qu'on est quand même très très loin de ça. Et aujourd'hui, on est quand même en train de vivre un inversement des valeurs là-dessus en France, où non seulement on n'a pas le droit de se défendre chez soi, et encore moins avec une arme, mais en plus, quand on se fait agresser, la personne peut aller jusqu'à porter plainte contre vous parce que vous êtes défendu.
Et on est dans un système comme ça aujourd'hui. Donc c'est vrai que parler des armes permet aussi parfois de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que comme vous l'avez dit au départ, eh bien, normalement, on devrait pouvoir se défendre ou alors s'il compter sur un État qui nous défend, mais comme c'est pas le cas, voilà. Donc ça permet de reparler des fondamentaux et je pense que cette loi du château et cette question de la légitime défense, beaucoup nous disent: «Oui, mais moi j'ai pas d'armes, j'ai peur» et cetera. Oui, mais il n'est pas question que tout le monde ait des armes. L'idée est de se dire que, et le cas malheureusement arrive de plus en plus, on a des cas quasiment une fois par semaine maintenant, de personnes qui s'introduisent dans le domicile, qui vont violer la fille, qui vont dans la chambre des enfants. On a encore reçu quelqu'un là-dessus il y a quelques jours et on n'attend malheureusement pas grand-chose, ni de la justice, ni de la police, qui ne peut pas réagir, qui n'a pas donc voilà, je vous redonne la parole Bertrand Saint-Germain. À ce sujet, finalement, ça permet au moins de reparler du droit fondamental, et naturel des Français. Tout à fait, avec un point qu'on doit rappeler, c'est que s'il n'y a pas de tradition du deuxième amendement en France, je rappelle que le deuxième amendement à la Constitution des États-Unis consacre le droit pour tout un chacun de posséder des armes chez lui. En France, on n'en est pas là, mais simplement, il faut rappeler que la possibilité, à défaut du droit d'avoir des armes, mais la possibilité de recourir à des armes, c'est pas quelque chose d'étranger au système français. Mmh. Ce n'est qu'à partir de 1939, et ce sera aggravé par Vichy, la République ne reviendra jamais sur cette évolution, ce n'est qu'à partir de 1939 que l'on renverse la situation. Oui. Jusqu'à 1939, depuis la Révolution, renforcée par les lois de la Troisième République et jusqu'à 1939, le principe était que tout Français pouvait acheter des armes. Ouais. Voilà, D'ailleurs, il n'a pas le droit d'avoir des armes chez soi en tant que tel, mais tout Français pouvait en acheter, dès lors qu'il respectait un certain nombre de conditions médicales notamment. Et à partir de 1939, donc c'est-à-dire il y a à peine plus de 80 ans, on a renversé ce paradigme en disant qu'il est interdit d'avoir des armes, c'est la situation en France, sauf dérogation. Alors, les dérogations, il y en a trois principales, pour les chasseurs, pour les tireurs sportifs et pour les collectionneurs. Mais le principe reste une interdiction assortie de dérogation. Donc, finalement, ce qui irait certainement dans le bon sens, ce serait de revenir au système antérieur, ce qui existe d'ailleurs en Suisse, voire en République tchèque, c'est-à-dire mettre une autorisation de principe assortie, évidemment, de conditions. Il y a un système d'autorisation qui fasse confiance aux citoyens. Nous ne sommes pas un pays de fous furieux, mais nous sommes des citoyens responsables. oui. Et comme le disait un premier grand criminologue, c'était Beccaria, c'était un Italien, on était à la veille de la Révolution, il rappelle que il évoque, justement, il parle des lois scélérates qui ont un résultat contraire à leur objectif. Et comme exemple, on est en 1780, 1770, il parle bien de l'accès aux armes. Et il dit que c'est scélérat parce que les criminels, de toute façon, ne respectent pas les lois. Et le seul qui respecterait cette loi serait bien évidemment le citoyen honnête qui se désarmerait et finalement se mettrait comme un mouton face dans les bras de celui qui va l'égorger. Oui. Alors, il ne s'agit pas de distribuer des armes à tous, ce n'est pas le cas en Suisse. Il y a des conditions légales, un examen médical pour vérifier si la personne est en mesure. Et puis, des exercices techniques, des questionnaires théoriques. Et si la personne possède les qualités requises, elle pourra, si elle le souhaite, accéder aux armes. Et la dernière chose que je voudrais dire, cet épouvantail américain dont on nous parle, quand on peut-être l'occasion d'y revenir, mais lorsqu'on regarde en détail la situation américaine, alors, à l'échelle des États-Unis et sur 50 ans, il n'y a pas tellement de tueries. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elles ont pour l'essentiel lieu à l'endroit où les gens travaillent, c'est le lieu de travail qui est l'endroit où les gens commettent ces tueries, ce qui en dit beaucoup sur la dureté des relations sociales et professionnelles américaines. Et ensuite, il y a d'autres choses. Le phénomène des tueries est un phénomène urbain. Le phénomène des tueries touche quasi exclusivement des hommes, 99,5% des cas. Des hommes jeunes, entre 20 et 40 ans,
il touche tous les groupes ethniques américains, avec une légère sous-représentation des Blancs d'ailleurs, et surtout, on a d'énormes problèmes psychiatriques. Un certain nombre de ces tueries sont effectuées avec des armes volées, mais surtout, les 2 tiers, on a quasiment les 3 quarts des auteurs de ces crimes sont atteints de troubles psychiatriques graves. Mmh. Oui. Ils n'auraient pas dû avoir des armes, Oui, c'est ça. sans même Vous parler dites de la que tout ça doit être sous consommation. condition, et notamment conditions psychiatriques, et vous faites bien la distinction entre psychiatrique et psychologique, puisque le Tout à fait. psychologique est une science humaine qui peut être une variable en fonction de la moralité du gouvernement, notamment. J'ai un point, parce qu'on arrive à la fin, et qui est très important dans ce que vous rappelez dans ce livre, c'est que finalement, il n'y a que les dictatures qui veulent empêcher les armes, dites-vous. Vous rappelez le régime de Vichy. Et vous avez d'autres exemples. Et, et il se trouve qu'en 2022, on glisse doucement là-dedans. Alors, expliquez-nous. Si on reprend un peu de théorie, si on reprend tous les philosophes, de Aristote jusqu'à la Révolution, en passant par Hobbes, Locke, tous les grands auteurs du contrat social, Rousseau, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils défendent tous le fait que les citoyens puissent posséder des armes. Et finalement, ils le disent pour 3 points. Le premier qui se divise en deux, c'est la légitime défense. Légitime défense personnelle ou collective, celle de la nation. Si la nation est attaquée, les gens doivent pouvoir la défendre. Et puis, il y a le troisième point qui était très important au XVIe, XVIIe, XVIIIe, dont on ne parle quasiment plus aujourd'hui, c'est la résistance à la tyrannie. Aristote et Platon l'expliquent, vous retrouvez cela chez Grotius, un des premiers théoriciens du contrat social. Il faut que les individus puissent résister à la tyrannie. Si les citoyens ne sont pas armés, le pouvoir fait ce qu'il veut, avec cette idée que le pouvoir préfère des mercenaires que des citoyens armés et responsables. Oui. Eh bien, finalement, ces interrogations du XVIIIe, elles résonnent avec force à nos oreilles. Et on oublie de parler de la possibilité de la tyrannie. Oui, un État tout-puissant, avec des forces de l'ordre en nombre, peut basculer finalement très rapidement dans la tyrannie. On parlait du fait que l'État n'arrivait pas à assurer la sécurité. Je me permets de vous rappeler à tous nos auditeurs que l'État le peut parfaitement. Oui. Souvenez-vous du Covid. Oui. L'État a réussi à finalement contrôler toute sa population. Souvenez-vous des hypothèses de gilets jaunes. Oui. Il y a quand même eu plusieurs dizaines de mains arrachées, une dizaine de personnes qui sont devenues pour partie aveugles, qui ont perdu un œil. La violence de l'État sait parfaitement la mettre en œuvre. Oui. Simplement, il y a des gens face à qui il la met en œuvre, et d'autres personnes face auxquelles ils renoncent à cette violence. Cette résistance à la tyrannie, je crois que c'est fondamental, et c'est aussi un point clé évidemment de votre pensée. Et beaucoup me demandaient de vous citer l'article 35 de la Constitution, mais de la Constitution de 1793, qui institue justement ce droit à l'insurrection face à un gouvernement qui violerait le droit des peuples. Finalement, vous êtes en accord avec cela? Tout à fait. Et d'ailleurs, même s'il n'y a pas de droit à posséder des armes qui est reconnu explicitement, finalement, il est reconnu implicitement. Parce que si on a un droit de résistance à la tyrannie, un droit à l'insurrection, ça suppose évidemment que l'on puisse avoir recours à des armes pour effectuer cette insurrection. Une insurrection avec un lance-pierre n'ira pas bien loin aujourd'hui. Et alors, ouvrons le sujet pour conclure. Aujourd'hui, révolte des agriculteurs. Et puis on voit les routiers, on voit les boulangers, on voit tous ces Français qui sont à bout, qui ne tiennent plus dans le système dans lequel nous sommes. Vous pensez qu'une insurrection est véritablement possible, ou justement on a été un petit peu trop aussi enfermé dans un paradigme différent qui nous empêche de se réarmer? Et là, je parle au premier et au deuxième degré, évidemment. Au deuxième degré également, c'est-à-dire mentalement, d'envisager l'affrontement. Alors, la difficulté à penser le monde qui vient, c'est à réfléchir hors des cadres précédents. Or, s'il y a bien évidemment une réflexion sur l'insurrection qui vient, qui a été beaucoup théorisée à l'extrême gauche, c'était le groupe de Tarnac, l'insurrection qui vient, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de mouvement collectif visant cela en France. En revanche, ce que craignent les autorités, c'est sans doute, et on reprend finalement un vocabulaire
gauchiste en quelque sorte, c'est la fameuse convergence des luttes, Mmh. avec un État qui ne pourrait pas contrôler toutes les oppositions qui se fédéreraient les unes à côté des autres, non pas ensemble, mais sans doute à côté des autres. Mmh. C'est sans doute un des points auxquels réfléchissent nos gouvernants actuellement et une de leurs craintes. Une des raisons peut-être pour cet acte, appel en 2022 à rendre les armes justement. Ça y participe et il devrait être renouvelé dans les mois qui viennent, semble-t-il. Voilà, et vous, à cette question, prendre les armes ou rendre les armes, eh bien, vous répondez plutôt prendre les armes et je rappelle que cela est au, 1er et second degré d'ailleurs. Merci beaucoup Bertrand Saint-Germain. Merci Je de votre rappelle invitation. que vous êtes docteur en droit, universitaire, élu local et conseiller en stratégie juridique et donc ce livre «Prendre ou rendre les armes», hein, avec cette parenthèse, point d'interrogation, aux éditions Le Polémarque. Merci encore.